Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Cette semaine, nous allons parler de journalisme, et notamment de photojournalisme, à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle, et de ses dangers en matière de fake news. Car c'est bien la plus grande menace que l'intelligence artificielle peut potentiellement amener, même si on va le voir dans cet épisode de réflexion, que c'est pas un phénomène nouveau. Mieux encore, je suis personnellement persuadé que, et je suis pas le seul, que l'IA peut nous aider justement à contrer les fake news, et on va voir ensemble comment. Avant ça, il est important de comprendre que la désinformation, et ce qu'on appelle fake news, c'est un phénomène qui est assez ancien. On se rappelle tous de nos cours d'histoire au collège ou au lycée, et des fameux Photoshop de la Miss Staline, qui arrivaient alors qu'on était en argentique à supprimer les anciens camarades des photos de famille. Chaque guerre, chaque conflit depuis que les hommes se battent, sont l'occasion de faire de la désinformation. C'est même une arme stratégique redoutable. Les services de com dans les armées, c'est une arme en soi. Notamment dans nos démocraties, et depuis l'avènement des médias de masse. La radio, la télé, Internet. Churchill, quand il déclare sur la BBC tous les soirs que tout va bien, sous les bombardements londoniens, il fait de la désinformation, dans un but qui est jugé louable selon la morale de l'époque. Idem pour les lobbies du tabac, de l'armement, de l'alcool, quand ils dépensent des milliards pour manipuler les gens, pour nous amener à fumer, à consommer de l'alcool, voire des armes, dans certains pays où c'est légal. Alors attention, il n'y a aucun jugement de valeur dans mes propos. Je veux juste expliquer en quoi nous n'avons pas attendu l'IA, nous n'avons pas attendu Snapchat, TikTok et les réseaux sociaux pour faire de la manipulation et de la fake news. Quand le publicitaire Edouard Bernays, qui a écrit le livre Propaganda, qui est le socle de ce que va être les relations publiques, quand on décide d'arrêter d'appeler ça propaganda, parce que propagande ça commence à être un peu trop orienté nazi dans les années 40, on appelle ça relations publiques, ça fait plus classe. Ce mec qui a réussi à faire fumer les femmes dans les années 1920 en se servant de l'idéologie féministe naissante, je vous laisse lire le livre Propagande pour découvrir cette histoire, c'est assez incroyable, il utilise des études scientifiques pour faire croire aux gens que le petit déjeuner à base de bacon et de flocons d'avoine, c'est bon pour la santé, et mieux encore, que c'est le repas le plus important de la journée. Et vous avez forcément déjà entendu quelqu'un, peut-être vos grands-parents vous dire ça, que le petit déjeuner c'est important, faut pas le rater. Alors qu'en fait, tout ça c'est faux, c'est de la fake news. Ça a juste été une instrumentalisation de certaines études scientifiques qui disaient en gros, ça fera pas trop de mal aux gens. Mais en fait, il y a d'autres études qui montrent que si, c'est pas terrible en fait. Bref, les médias de masse et l'exploitation des biais cognitifs individuels, ça permet de faire passer des idées beaucoup plus facilement à une population, et encore plus facilement quand son système éducatif à cette population, il n'a pas évolué depuis des décennies. Et ce qui est le cas en France. Quand vous regardez des photos de l'école des années 1920-1930, mis à part le tableau de craie qui a disparu pour être un tableau blanc, franchement, ça n'a pas beaucoup évolué le fonctionnement de l'école et des programmes scolaires en France. Et d'ailleurs, quand ChatGPT a été dévoilé au monde, les principaux responsables politiques français, notamment au ministère de l'Éducation nationale, le seul truc qu'ils ont préconisé, c'est une interdiction de l'usage de ChatGPT dans les écoles, pour faire des devoirs, pour faire des choses. Alors que le bon sens, ça serait justement d'apprendre aux plus jeunes à s'en servir, parce que dans tous les cas, on n'aura pas le choix. On va être obligé de composer avec, tout comme on ne pouvait pas interdire Internet, et on ne peut pas interdire la technologie. Alors, l'innovation technologique, ça fait peur. Et c'est normal parce que c'est un changement. Tout changement, naturellement, ça fait peur à l'homme. Heureusement pour nous, la hype, la mode de l'IA, c'est en train de redescendre. On en parle un peu moins, les gens en parlent moins, les médias en parlent moins, ce qui finalement est une chance pour nous. Parce qu'on va pouvoir commencer à réfléchir beaucoup plus clairement, sans bruit parasite. Personnellement, je suis persuadé donc que l'IA peut aider à nous apprendre à lutter contre la désinformation et contre les fake news, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que les technologies de l'IA vont permettre de créer beaucoup plus facilement des fake news, et notamment ce sont elles qui vont créer les fake news de demain. Parce que comme toute technologie, comme tout nouvel outil, il y a des gens qui vont s'en servir pour faire le bien ou pour faire le mal. On peut utiliser un marteau pour planter un clou et bâtir quelque chose, créer quelque chose, ou on peut s'en servir pour fracasser le crâne de quelqu'un. C'est pareil avec les technologies, c'est pareil avec l'IA, ce sera pareil avec les IA et les nouvelles technologies de demain. Donc si on comprend comment ça marche, comment ça fonctionne par exemple la génération d'images avec Midjourney, Stable Diffusion,
ou tout ce qui est technologie de deepfake, et dont on va entendre de plus en plus parler, même si la hype, encore une fois, elle est en train de redescendre. Aujourd'hui, il est capable de cloner une voix, on est capable de cloner un visage, une vidéo, et faire parler n'importe qui. Et quand on sait comment ça fonctionne, on peut savoir si c'est de l'IA ou pas. Tout simplement, aux premières photos générées par Midjourney, on comprenait assez facilement que c'était de l'IA parce qu'on voyait des petits détails troublants. Par exemple, une main qui avait 6 doigts au lieu de 5, des visages un peu bizarres qui n'étaient pas vraiment humains. Mais si vous regardez maintenant aujourd'hui, la plupart de ces défauts sont corrigés et ça va être de plus en plus dur de le détecter. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. La deuxième raison pour laquelle l'IA va nous aider à faire tout ça, c'est que on peut justement créer des IA et entraîner des IA, des modèles d'intelligence artificielle, pour repérer les fake news beaucoup mieux qu'un humain ne pourrait le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes limités. Des humains sont limités, à la différence d'une IA, d'une certaine façon, dans le sens où l'IA n'a pas d'émotion comme l'humain peut en avoir. Nous sommes des êtres d'émotion. Nous ne réagissons jamais à 100% en fonction de la raison, en fonction du bon sens de ce qui devrait être fait. On raisonne en fonction de nos émotions. Or, une IA, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on n'est pas limité, nous sommes limités, alors que ce n'est pas le cas pour l'IA, par nos ressources biologiques, par notre capacité à être concentré ou pas. On va devoir dormir, on va devoir être fatigué, on va devoir manger, etc. Ce qui n'est pas le cas d'une IA. Donc une IA pourra être toujours plus productive qu'un humain. Par ailleurs, les humains sont limités par leur biais cognitif, par leur passif, par leurs principes, par leur idéologie. Une IA, ce n'est pas le cas. Elle peut être façonnée à l'image d'un humain, mais elle peut être aussi façonnée à l'image d'une entité qui ne fera pas preuve d'idéologie, qui pourra détecter ce qui ne va pas. Un peu comme un détecteur de mensonges. Et troisième raison pour laquelle l'IA, c'est une chance pour nous pour détecter ce qui est la désinformation et les fake news, c'est que l'IA peut nous aider à considérablement accroître notre culture générale et nos connaissances. L'IA nous permet d'apprendre plus facilement et beaucoup plus vite que pouvaient le faire nos ancêtres, ou les gens, juste nos parents, nos grands-parents. Et c'est indispensable de développer ce dernier point sur la culture générale. La culture générale et nos connaissances, ce sont les armes ultimes du citoyen, mais également du journaliste et donc des photojournalistes. À quoi ça sert la culture générale ? C'est pas juste pour passer un examen ou un diplôme ou je ne sais quoi. La culture générale, ça sert à comprendre le monde et donc les références des autres. Les gens qui ont un peu voyagé dans leur vie, qui sont sortis de leur ville, de leur département, du pays, ils comprennent assez facilement. Ils comprennent que quand on arrive dans un pays qui n'a pas la même histoire que nous, qui n'a pas les mêmes mœurs que nous, qui n'a pas le même fonctionnement que nous, si on n'a pas un minimum de culture générale, de connaissances sur ce pays, ça va être compliqué de s'intégrer, ça va être compliqué de comprendre les codes des autres. Et c'est pas une question de langue, c'est vraiment une question de code. La culture générale, ça sert à avoir des idées plus facilement. Et ça marche encore mieux quand on est curieux. Ça sert à développer de la créativité, la culture générale. Et in fine, ça permet de prendre confiance en soi et d'être plus intelligent. Et pas plus intelligent dans le sens gagner des points de QI, être plus intelligent émotionnellement, être capable de prendre de meilleures décisions. Parce qu'on a la culture générale, on a les connaissances pour prendre une décision. D'accord ? D'ailleurs, rappelez-vous, dans les films, dans les références, dans les séries, il y a des personnages comme ça qui sont au-dessus du lot parce qu'ils ont accès à cette culture générale, à cette connaissance monstrueuse. Prenez l'exemple du film Limitless. Le film Limitless, l'histoire c'est un mec qui prend une pilule, et quand il prend cette pilule, qui est en fait une drogue, qui permet d'activer certaines séquences de son cerveau, certains accès de son cerveau, il débloque de la connaissance, il débloque une mémoire incroyable et qui permet du coup d'accéder à accéder à l'intégralité de son cerveau, à n'importe quelle information. Et du coup, il s'en sert pour gagner de l'argent, pour trouver une nana, pour grimper dans la société, etc. Vous avez d'autres personnages comme ça. Vous avez le caméléon. Je ne sais pas si vous avez connu cette série. Si vous êtes comme moi des années 90, vous savez qu'il y avait cette série qui passait sur M6 à l'époque, le samedi soir, dans la trilogie du samedi. Il y avait cette série qui s'appelait Le Caméléon. L'histoire, c'était un orphelin qui était ultra brillant et qui était capable de se faire passer pour n'importe qui.
un peu comme le film avec DiCaprio qui joue le rôle d'un faussaire, qui est coursé par le FBI et qui est capable de devenir un jour pilote, le lendemain chirurgien, le surlendemain pilote de ligne, etc. Et vous avez un autre personnage que j'aimais beaucoup, une série qui est beaucoup moins connue, qui s'appelait John Doe. C'était l'histoire d'un amnésique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait John Doe, parce que personne ne savait qui il était, lui-même ne savait pas qui il était. Et un jour il se réveille avec une capacité incroyable en termes de connaissances. Il sait tout sur tout, il arrive à se rappeler de tout. Et dans les premiers épisodes, il utilise ça pour gagner de l'argent, parce qu'en gros il devine les cours de la bourse grâce à ses connaissances. C'est assez marrant. Ces figures-là, ces personnages-là, c'est un élément de storytelling très fort, parce que c'est un peu ce pourquoi on aspire. On rêve tous d'avoir des super pouvoirs, on rêve tous d'avoir une intelligence plus grande et de pouvoir s'en servir pour progresser, grandir, etc. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que plus on a de connaissances et plus on travaille sur sa capacité de réflexion et de discernement, plus on sera capable de détecter les fake news, de détecter la désinformation et de ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Parce qu'en fait, tout le monde autour de nous essaie de nous manipuler avec une logique plus ou moins louable. C'est-à-dire que même les gens qui nous veulent du bien essaient de nous manipuler pour qu'on fasse les bonnes décisions selon leur vision du monde. La manipulation, c'est un mot qui est neutre, ok ? C'est pas forcément mauvais. Ça peut être bien, la manipulation. Vous avez plein d'ONG. Prenez des ONG comme WWF, Greenpeace, la Croix, RSF, etc., la Croix-Rouge. Toutes ces ONG, toutes ces organisations font du marketing, font de la manipulation de masse en faisant des articles sur Internet, en essayant de faire passer une idéologie, des informations, pour essayer de convaincre les gens de faire quelque chose. C'est de la manipulation. Donc il n'y a pas de logique de bien ou de mal, il faut juste le comprendre. Et l'IA, l'intelligence artificielle, en tant qu'outil, voire en tant qu'assistant, un peu comme dans Iron Man, on aurait notre Jarvis à nous, notre IA personnel qui pourrait nous aider à prendre des décisions, ça va permettre d'améliorer nos connaissances. Tout comme on a déjà commencé à le faire avec Internet, ou avec les bibliothèques avant Internet. Internet n'étant qu'une grande bibliothèque, et l'IA n'étant que juste une sorte de bibliothécaire ultra puissant qui est capable de nous dire instantanément ce qu'il y a dans tel ou tel livre, ou de comprendre nos besoins, ou de comprendre un problème pour le résoudre. Donc, si vous êtes photojournaliste, ou que vous voulez vous lancer dans ce métier, vous renseigner sur l'IA et vous former dans ce nouvel outil, c'est un devoir. Et je mâche mes mots. C'est vraiment important, c'est un devoir, c'est primordial. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'IA générative, que vous ne savez pas l'utiliser vous-même pour faire des tests, pour faire des choses, vous ne pouvez pas vous prémunir contre des utilisations malfaisantes et de la manipulation. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour ensuite comprendre et lutter efficacement contre quelque chose qui va être néfaste. Si ça vous intéresse, vous trouverez des ressources à ce sujet dans ma boîte à outils pour photographes entrepreneurs. Il y a un lien dans la description, vous pourrez voir, c'est gratuit, vous pourrez y accéder dès maintenant. J'espère que ce format vous plaît, ou ce format dans lequel je partage des connaissances, mais aussi une réflexion avec vous. Et je suis ouvert à votre point de vue sur ces questions-là, parce que j'apprends énormément en lisant les commentaires, en lisant les mails que vous m'envoyez. Donc n'hésitez pas, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est pas toujours simple sur les podcasts de dire laisser un commentaire, parce que sur Apple, sur Google ou sur Spotify on peut pas vraiment laisser de commentaires, mais si vous écoutez sur YouTube, là vous pouvez le faire. Donc rendez-vous sur YouTube pour laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, l'IA? Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez déjà à utiliser, que vous avez déjà apprivoisé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite, comme c'est le cas pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert au quotidien? Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode du podcast, pour un nouvel épisode du podcast. C'est une fois par semaine, et tous les mois je ferai comme ça une petite réflexion que je partage, et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine.